Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'été ou que vous êtes encore en vacances. Si tel est le cas, profitez-en. Pour ma part, vous pouvez le constater, je reprends le boulot et je reprends notamment la chaîne YouTube avec ce nouveau numéro de l'Exode Call, le numéro 130. Alors oui, on passe aussi une nouvelle dizaine pour les Exode Calls, mais j'ai déjà passé la même dizaine pour les petits Exode Calls il n'y a pas très longtemps de ça et j'y ai déjà fait un assez long speech parlant un petit peu de la chaîne et de ce que je prévois de faire dans un futur plus ou moins proche. Alors je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil à ce speech car ici je ne vais pas le faire parce que je pense que je ne peux pas apporter grand chose de plus par rapport à ce que j'ai pu déjà dire. Donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Ici je vais directement passer à l'exercice. Exercice qui va se trouver être ici un entremêlement entre de la géométrie et de l'étude de fonctions à plusieurs variables. L'énoncé précis du jour est donc le suivant. Nous avons un R espace vectoriel dimension finie muni d'un produit scalaire qui vont donc former ensemble un espace euclidien. On va considérer 3 points A, B, C non alignés de notre espace et on va définir une fonction delta, une fonction qui, à n'importe quel point de notre espace, va associer la somme des distances entre ce point et les points A, B et C qui sont en jeu. On aimerait alors montrer que cette fonction admet un unique minimum global et que de plus, pour le point F, qui va atteindre ce minimum global, on doit satisfaire à cette relation vectorielle. Donc voilà, c'est un très joli exercice qui pourrait s'attaquer donc en deuxième année de classe préparatoire. Je pense qu'il est mieux de l'attaquer en deuxième année de classe préparatoire car il faut avoir un certain background autour de l'étude de fonctions à plusieurs variables et de tout ce qui s'y rapporte. Alors malheureusement, oui, je pourrais aussi vous dire qu'il est bon d'avoir un background en géométrie. Et là, bon, je vais faire un petit peu mon enseignant relativement relou, si on peut dire, mais je pense que c'est très dommage que le contenu géométrique qui existait auparavant, et quand je dis auparavant, c'est même avant moi, hein, donc il y a plus de 10 ans de ça, le contenu géométrique qui existait pour certaines filières, notamment MPSI, MP, ou même encore d'autres filières pour lesquelles le contenu géométrique a été grandement réduit, eh bien voilà, disparaît peu à peu. Ça, c'est quand même très dommageable. Alors bon, on peut encore faire un peu de géométrie en application, comme là on va le faire ici. On va faire une étude finalement de fonctions à plusieurs variables qui cache un petit peu de l'application géométrique. Ça, je trouve ça bien. Mais c'est assez triste de voir que dans les programmes de classe préparatoire, le contenu géométrique se réduit de plus en plus. Jusqu'à même quasiment disparaître, hein, pour ainsi dire, en MPSI, MP, il n'y a pas de géométrie, quoi. En tout cas, il n'y a pas de contenu géométrique très explicite. Le seul contenu géométrique qui puisse encore exister, c'est des questions d'études d'espace euclidien, espace prébertien, et encore, c'est très minime. C'est vraiment juste des questions de produits scalaires, de savoir si des vecteurs sont orthogonaux, des trucs comme ça. C'est pas du tout des études de courbes, par exemple des études de courbes paramétrées qui existent encore en première année de licence pour la grande majorité des facultés en France. Donc c'est quand même, je pense que c'est quand même très dommage, très triste de voir que les gens dans l'académie ont décidé de dire bon bah le contenu de géométrie peut être vraiment amoindri, voire même disparaître complètement des filières de classe préparatoire. Je trouve ça assez triste. Mais bon, j'espère que dans un futur, bon, peut-être pas si proche que ça, mais dans un certain futur, la géométrie reviendra et sera redorée un petit peu dans les classes préparatoires. Je pense que c'est quand même dommage de devoir les négliger. Quand je pense que voilà, en ce moment en MP, en MPSI MP, c'est vraiment réduit à juste connaître quelques équations pour les ellipses et les cercles et faire un peu d'espace euclidien, alors que dans d'autres filières, on peut encore se permettre de faire des études de surface, comme par exemple pour les TSI. Voilà, je trouve ça assez dommage que dans la plupart de ces filières, on ait complètement enlevé le contenu géométrique, voire vraiment très mini, enfin faire en sorte qu'elle soit très minimale. Je trouve ça vraiment dommageable et j'espère fortement que cela revienne petit à petit. Bon, en tout cas, ici, je vous propose donc de faire un peu de géométrie et de vous introduire à un point un peu particulier qui existe pour un triangle donné non aplati ABC. Ce point F porte un nom, ça s'appelle le point. Alors attention, je risque de mal prononcer le nom d'un des deux individus en lien avec ce point, donc ça s'appelle le point de Torricelli ou Torricelli, je ne sais pas si c'est Celli ou Celli. Je pense que c'est Celli parce qu'il n'y a pas de C, mais bref, Torricelli Fermat. Voilà, et nous verrons à la fin de la vidéo, donc une fois la résolution effectuée, nous verrons comment on peut construire géométriquement ce point. Ici, nous avons donc une relation vectorielle, mais j'aimerais vous montrer un moyen assez rigolo de construire ce point de manière pas si difficile que ça.
sans vous justifier, hein, parce que bon, ça demandera encore un certain temps de calcul et de vérification pour montrer que oui, la construction que je vais vous proposer, c'est bien la bonne construction, mais je vais juste vous montrer un petit peu comment cela pourrait se faire. Je trouve que c'est assez intéressant. Bref, est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Bah, pas grand-chose. Je pense que j'ai fait mon speech concernant cet exercice. Donc, comme d'habitude, je vais vous inviter à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer de résoudre cet exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est un très bon exercice pour appliquer tout ce que l'on connaît sur les fonctions à plusieurs variables. Et donc, bon, bah, là, pour attaquer cet exercice, et notamment montrer qu'il existe un unique minimum global, on peut s'en sortir sans faire appel à du calcul de différentiel. Alors, il y aura forcément un moment où on en a besoin, et c'est notamment pour établir la relation vectorielle. Mais j'assure que pour démontrer qu'il existe un unique minimum global, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de savoir quelques petites propriétés concernant la fonction delta. Et donc, bah, c'est parti. Je vais vous montrer ça. Résolution. Et on va commencer par s'intéresser à l'existence d'un minimum global. Et pour cette existence, il suffit de constater deux choses importantes, globales. La première chose importante, c'est que la fonction delta, c'est une fonction continue. C'est même une fonction différenciable, d'ailleurs, pour un grand nombre de points m donnés. Donc, bon, là, ce qui m'intéresse, c'est surtout que ce soit une fonction continue. Donc, c'est une fonction continue, pas de problème. Donc, la fonction delta est continue sur tout l'espace E. Donc ça, c'est une première chose intéressante. Et la deuxième chose intéressante, c'est le fait que cette fonction delta, elle est coercive. Alors, on a déjà rencontré la notion de coercivité sur la chaîne, mais je vais le rappeler, ce que ça veut dire. Donc, ce que ça veut dire que si je regarde la limite, quand la distance OM ici, c'est ça que je vais écrire, donc ouais, j'ai oublié d'introduire O, ça sera l'origine de l'espace E, donc si j'imagine un repère, si vous voulez, blablabla, ou alors si je considère juste le vecteur nul, donc partant donc de 0 vers 0, quoi, donc on va dire ça comme ça. Donc je pose un point juste qui va former l'origine de mon espace, qui peut se définir de manière totalement arbitraire en disant je pose juste un point O quelque part dans l'espace. Voilà, donc je considère juste un point O de référence qui va m'aider un petit peu à écrire tout ce que j'ai besoin d'écrire. Donc, ça veut dire que la limite ici, quand OM tend vers plus infini, de delta de M, ben ça vaut plus infini. Donc c'est ça que ça veut dire être coercive. Alors comment on montre que cette fonction est coercive? Ben, c'est pas si difficile que ça, il suffit d'écrire une inégalité faisant intervenir les points, donc là en fait c'est de l'inégalité triangulaire. On peut constater notamment par exemple que OM, bien c'est inférieur ou égal à OA plus AM. D'accord? Donc inégalité triangulaire. Et vous faites la même chose en remplaçant A par B, la même chose en remplaçant le point A par C, et puis vous additionnez le tout et vous allez obtenir alors que 3 fois OM est inférieur ou égal à, vous allez avoir en fait finalement delta de O plus delta de M. Et delta de O c'est fixé, hein, c'est une constante, puisque le point O est fixé. Donc ça c'est une constante, et du coup bah, OM vous savez que ça tend vers plus infini, donc par conséquent delta de M tend vers plus infini. Voilà, c'est assez rapide. Donc ça permet de conclure rapidement, en effet, la coercivité. Et j'affirme que rien qu'avec ça, on peut affirmer qu'il existe un minimum global. Alors comment on montre qu'il existe un minimum global? Alors c'est un exercice que nous avons déjà fait sur la chaîne, mais en travaillant seulement avec les réels. On peut le refaire ici avec un espace euclidien, ou même en fait, même dans un cadre encore un petit peu plus général, mais ici on va déjà le faire pour un espace euclidien. Donc, pour montrer ensuite, à partir de ces données-là, qu'on a bien un minimum global, il suffit de penser au fait que, qu'est-ce que ça veut dire être coercive? Ça veut dire ça. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir ça? Ça veut dire que pour n'importe quel nombre, donc je vais l'écrire, donc, hop, donc dire que c'est coercive, c'est exactement la même chose que de dire que pour n'importe quel, je vais l'appeler R, peut-être pas R, c'est pas un bon choix ça. Réfléchissons. Bon, je vais l'appeler alpha. Pour n'importe quel alpha positif, il existe donc là, il va exister une distance OM, donc il doit exister R, là je vais l'appeler R.
strictement positif, tel que si OM est plus grand que R, alors ça veut dire que ça va impliquer que delta de M est plus grand que alpha. Donc c'est ça que ça veut dire être coercive. Et donc en particulier, je peux choisir n'importe quel alpha, d'accord, et ce alpha, par exemple, je vais dire, je vais prendre delta de 0, par exemple. Donc si je prends delta de 0, delta de 0, je vais avoir, donc delta de 0, quand je dis 0, c'est l'origine. Donc delta de 0, c'est, il va exister un R tel que si OM est plus grand strict à R, alors nous avons delta de M qui va être plus grand que delta de O. Donc si je prends alpha égale delta de O, nous avons l'existence d'un R positif tel que si OM est plus grand que R, alors delta de M est plus grand que delta de O. Et là, on peut donc, si on veut chercher un minimum, on peut donc essayer de s'intéresser à tous les éléments qui fassent que la distance OM est plus petite que M, c'est-à-dire la boule centrée en haut de rayon M et la boule fermée. Donc le minimum, si un minimum doit être atteint, je vais écrire ça, donc si un minimum existe, il est atteint dans la boule fermée centrée en l'origine de rayon R. Puisque on sait déjà que si on est plus grand que R ici, alors ici on est plus grand que delta de O. Delta de O est une valeur qui est atteinte dans la boule fermée ici. Bon, j'ai changé un peu de faute juste pour que la lecture soit plus agréable. Donc, on est atteint dans cette boule fermée. Et qu'est-ce que vous en pensez ici? Vous avez une boule fermée dans un espace vectoriel dimension finie. Je vous rappelle que E est un espace vectoriel dimension finie. Donc boule fermée, donc espace fermé, ensemble fermé, dans un espace vectoriel de dimension finie, par le théorème de Riesz, ça veut dire que nous avons un compact. Théorème de Riesz que nous avons vu sur la chaîne, je vous mets le lien en description, ça peut être utile. Bon, même si c'est pas vraiment le théorème de Riesz, parce que le théorème de Riesz permet aussi de faire l'équivalence du fait d'avoir une boule fermée d'avoir une boule fermée qui est compacte, ça implique, et c'est ça qui n'est pas évident, ça implique que l'espace en jeu est de dimension finie, donc ça c'est la chose pas évidente, mais vous avez l'application dans l'autre sens qui est une connaissance classique de classe préparatoire. Donc bref, donc, soit vous faites appel au théorème de Riesz, soit vous ne dites pas forcément ça, mais vous avez juste un fermé, donc BF de 0R, c'est un fermé de E de dimension finie. Donc un fermé dans un espace, un fermé borné d'ailleurs, je précise. Donc c'est un fermé borné dans un espace de dimension finie, donc c'est un compact. J'ai oublié de le préciser, mais c'était sous-entendu puisqu'on travaillait avec la boule ici en question. Bref, et donc quand on a affaire à un compact, vous avez une fonction continue sur un compact, ça veut dire que cette fonction va admettre un minimum et un maximum dans ce compact. Et que ces minimum maximum, donc normalement je dois dire borne inf, borne sup, et ensuite que ces bornes inf, borne sup sont atteintes. Voilà. Et donc ça veut dire que ça admet bien un minimum et un maximum. Voilà. Donc delta étant continu sur ce compact. Là, notamment, delta admet un minimum. Un minimum dans ce compact, donc dans la boule fermée 0R. Mais ce minimum dans la boule fermée 0R, comme vous pouvez le constater, vous savez que vous avez ce minimum, donc delta d'un certain, je ne sais pas, d'un certain M, est-ce qu'on va l'appeler peut-être N. Donc si on appelle le minimum est atteint en un point O ou même F, bon, bref, peu importe. Pour l'instant, j'ai pas encore l'unicité, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément envie d'utiliser F. Mais bref, donc si je prends le point correspondant à ce minimum dans la boule, je sais que le delta de, disons, N va être plus petit que le delta de 0, et le delta de 0, je sais qu'il est plus petit que tous les delta M pour M en dehors de la boule. Donc quoi qu'il arrive, je sais que le minimum que j'atteins ici est un minimum global. Donc, par ce qui précède, je suis en train de l'effacer, mais c'est exactement ce que je viens d'effacer qui est utile. Donc, par ce qui précède, ce minimum
est un minimum, enfin, est global. Voilà. Et donc là, on vient de montrer qu'il existe bien un minimum global. Et donc cet exercice, c'est un exercice qui pourrait se faire même sans forcément être dans ce cadre-là. On a juste une fonction continue coercive sur un espace vectoriel de dimension finie avec un produit scalaire. Montrer que cette fonction admet un minimum global, c'est exactement comme ça qu'il faut s'y prendre. Bien, alors maintenant que j'ai montré qu'on a l'existence d'un minimum global, il reste à montrer l'unicité. Et pour montrer l'unicité, j'affirme que j'ai toujours pas besoin de calculer des différentiels. Et en effet, je peux m'en sortir en montrant que delta est strictement convexe. Donc c'est ce que nous allons montrer. Montrons que, ça c'est fait, delta est strictement convexe. Donc sur E. Alors qu'est-ce que c'est que la convexité? Il faut se rappeler de ce que ça veut dire déjà. Donc si j'ai une fonction, que je prends deux variables x, y, dire qu'une fonction est convexe sur un certain intervalle avec ce x, y dans l'intervalle, ça veut dire que pour n'importe quel t entre 0 et 1, si je m'amuse à regarder l'image de t fois x plus 1 moins t fois y, alors je dois pouvoir dire qu'elle est inférieure ou égale à t fois l'image de x plus 1 moins t fois l'image de y. Voilà, bon là je l'ai dit très vite à l'oral. Alors maintenant, il faut aussi le réappliquer dans le cadre des points dans l'espace E. Pour cela, je vais prendre un point U qui va être défini par rapport à deux autres points que je vais appeler, alors j'ai dit N le minimum, bon peut-être que c'est pas un bon choix, de toute façon j'ai pas écrit de nom pour ce minimum, mais bref. Je vais prendre deux autres points M et N, quelconques dans l'espace E, je vais considérer U par rapport à M et N en faisant T fois M plus T fois par exemple, un truc comme ça. Et après, une fois que j'ai fait ça, je réfléchis juste, une fois que j'ai fait ça, je veux montrer qu'on a une inégalité qui est satisfaite par rapport à la convexité, donc c'est-à-dire que delta de U, ça devrait être inférieur ou égal à T fois delta de M plus 1 moins T fois delta de 1 moins T fois delta de N. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça que je veux. Bien, alors, soit, je suis parti alors, soit M et N, deux points de E, soit U, un élément donc, que je réfléchisse un peu, donc soit U, un point de E, donc j'ai oublié de dire T, un élément de 0, 1, donc soit U, un point de E, tel que, donc là je vais regarder, je veux que AU soit égal à T fois AM plus 1 moins T fois AN. Je pense que je pourrais le refaire avec un point O. Je suis en train de réfléchir un peu, mais je pense que je devrais pouvoir m'en sortir si je mets un point O. Ouais, donc si j'avais décidé, donc là, vous pouvez me poser la question pourquoi j'ai mis le point A. Je pourrais mettre n'importe quel autre point, en fait ça marcherait. Donc si j'avais décidé de le faire par rapport à l'origine, je vais le faire maintenant. Si par exemple j'avais décidé de le faire par rapport à l'origine, c'est juste pour vous convaincre. Donc normalement, quand je demande une convexité, je devrais le faire par rapport à l'origine. Donc je prends un x, je prends un y normalement, et je demande à avoir t fois x plus 1 moins t fois y. C'est exactement comme ça que je dois m'y prendre. Mais cette relation vectorielle, je peux la réécrire pour n'importe quel point, parce qu'il me suffit d'ajouter le bon vecteur pour pouvoir faire en sorte d'appliquer Chal et de conclure. Donc si par exemple j'additionne à toute la ligne le vecteur AO, vous voyez que par Chal, là ici je vais obtenir en effet AU, et ici j'utilise la propriété de convexité ici, donc là j'ai T plus 1 moins T, d'accord, donc j'écris AO en fait comme étant T fois AO plus 1 moins T fois AO, ça c'est tout à fait possible. Et une fois que j'ai fait ça, je factorise, puis j'utilise Chal, et je conclus que j'ai bien T fois AM plus 1 moins T fois AN. Voilà ce qui me permet de justifier pourquoi je peux demander à avoir la relation seulement par rapport à A. En fait, je pourrais le demander pour n'importe quel point, et ça marche. Ça va vérifier exactement la relation de convexité que j'aimerais obtenir. Donc prendre un barycentre entre les deux points M et N qui m'intéressent. Bref, alors maintenant que j'ai dit ça, je réfléchis.
Donc maintenant, je veux montrer la convexité de delta, et pour montrer la convexité de delta, je vais juste m'intéresser à la distance AM. Donc le but du jeu maintenant, c'est de montrer que AM, enfin AU, la distance AU, est inférieure ou égale à T fois AM plus 1 moins T fois AN, en termes de distance. Pour montrer ça, on va tout passer au carré, et on va s'amuser à faire du produit scalaire. C'est bête comme bonjour, presque. Donc j'ai AU au carré, qui n'est rien d'autre que AU scalaire AU. Et là, je peux remplacer le vecteur AU par exactement cette chose-là et utiliser la linéarité du produit scalaire. En faisant ça, je vais me retrouver avec T carré AM, donc AM, ouais, AM carré, on va l'écrire comme ça. Donc j'ai T carré AM carré, plus le double produit scalaire, donc 2 fois T fois 1 moins T fois le produit scalaire de AM avec AN. Ok, et puis ensuite, il me reste quoi? Il me reste AN au carré, donc du coup, j'ai 1 moins T au carré fois AN au carré. Et là, si vous voulez faire intervenir ce truc-là, ça serait bien que le résultat que vous obtenez ici, c'est le carré de ce résultat-là. Et pour que ce soit le carré, il faudrait changer le produit scalaire ici en tout simplement le produit des longueurs. Parce que si vous avez ça, vous avez en effet la relation, enfin l'identité remarquable que vous connaissez bien, A carré plus 2AB plus B carré. Eh bien, pour l'avoir, il suffit d'utiliser Cauchy-Schwarz, exactement. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz ici vous permet d'affirmer que le produit scalaire qui est ici est plus petit que le produit des longueurs AM fois AN. Et donc, identité remarquable, vous avez alors en effet que AU au carré est inférieur ou égal à T fois AM plus 1 moins T fois AN, le tout au carré. Et donc, vous pouvez faire sauter les carrés, sachant que les distances sont positives. Ça, c'est quand même important de le signaler, parce que si les distances n'étaient pas positives, le fait de sauter les carrés, ça ne vous préserve pas l'inégalité qui est ici. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Normalement, l'inégalité est encore valide si je mets des valeurs absolues, mais je n'ai pas besoin de mettre les valeurs absolues puisque les distances sont positives. Donc, on a bien l'inégalité souhaitée. Car AU, AM et AN, avec bien sûr T qui est compris entre 0 et 1, sont positives. Donc, comme tout est positif, au passage à la racine, la valeur absolue peut dégager. Il n'y a pas de problème. Bon voilà, on a l'inégalité qu'on souhaitait. Alors pour l'instant, on a une inégalité large, ce qui signifie alors que l'application qui a M associe AM, la longueur AM, c'est convexe tout court. Et c'est pareil ici, hein, BM et CM, c'est exactement pareil. Quel est le seul endroit où on pourrait avoir une égalité dans tout ce que j'ai écrit? Eh bien, c'est par rapport à Cauchy-Schwarz. Et à quelles conditions est-ce qu'on a égalité dans Cauchy-Schwarz? Eh bien, la condition, c'est que le point A appartienne à la droite MN. Donc, je vais le noter parce que ça, c'est important. Peut-être en bas, là. Donc, égalité. Si et seulement si A appartient à Mn. Donc, c'est la seule condition, hein, vis-à-vis de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est la seule condition pour laquelle on pourrait avoir l'égalité à la place de l'inégalité. OK. Donc, A appartient à Mn. On peut très bien refaire le même calcul en remplaçant le point A par le point B par le point C. Donc, ça veut dire qu'à la fin, on a donc l'inégalité qui est ici pour n'importe quel point U qu'on aurait choisi, Mn qu'on aurait choisi aussi, puis ensuite on fait le calcul ici et on a bien ce qu'on veut, donc je vais l'écrire quand même, c'est important. Alors, tac. Donc, en effectuant le même calcul pour B et C, on a exactement ce qu'on veut, donc c'est-à-dire pour avoir la convexité, delta de U qui est inférieur ou égal à T fois delta de je réfléchis 2 secondes. Donc T fois delta de M plus 1 moins T fois delta de N. Donc là, on a déjà la convexité. Ça nous donne déjà la convexité. Maintenant, pour affirmer que c'est strict, pour avoir égalité, ça veut dire qu'à la fois, il faut que A, B et C soient tous des points de la droite MN. Problème, c'est que si... alors bien sûr, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que j'aurais pu, dès le début, supposer que M et N sont deux points distincts. Bon.
Faisons en sorte que ce soit déjà dit au départ, parce que bon, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour montrer la stricte convexité. Donc supposons que M et N sont déjà distincts. Vous savez déjà que A, B et C ne sont pas alignés. Donc c'est impossible d'avoir ça. Ça c'est impossible, car A, B et C sont non alignés. Donc, on n'aura jamais égalité. Ça veut dire qu'on a bien stricte égalité dès que M et N sont distincts et dès que T est différent de 0 ou de 1. Donc c'est gagné. Hop. Donc oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser. Ici, on va peut-être ici considérer, donc impossible, sauf si T égale 0 ou T égale 1. Bien sûr, parce que dans ces cas-là, ça veut dire que M, c'est que le point M ou c'est que le point N. Donc c'est pas forcément totalement, a priori, c'est pas forcément totalement impossible si on avait que le point M ou que le point N. Mais par contre, dès qu'on a T qui est différent de 0 ou de 1, ces deux valeurs apparaissent et donc il faut vraiment avoir les inégalités Cauchy-Schwarz qui sont apparues dans nos calculs. Sinon, on n'a pas besoin puisqu'il y avait un fois T et un fois 1 moins T dans le facteur en question dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Là, on avait l'inégalité de Cauchy-Schwarz et à côté, on avait un T fois 1 moins T. Donc, dès que T égale 0 ou que 1 moins T vaut 0, là, on a directement égalité. Il n'y a même pas besoin de s'embêter. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi préciser T doit être différent de 0 et de 1. Voilà, juste pour pas trop vous perdre. Bref, terminé, on a bien la stricte convexité. Donc ça, c'est check. Alors maintenant, j'affirme que grâce à ça, on peut conclure qu'il n'y a qu'un seul minimum global. Et c'est pas très difficile. J'efface. S'il y en avait deux, on va faire par là. On sait déjà qu'il en existe un, qu'il existe au moins un. Donc on peut supposer qu'il y en a deux. Donc supposons que delta admette deux min globales. Alors s'il y a deux min globales, ils sont atteints pour les deux points qu'on peut appeler M1 et M2. Donc deux points correspondants. Et là, le truc intéressant, c'est de dire, je vais regarder le point U tel que je vais faire A, U, ou je pourrais faire OU, encore une fois, il n'y a aucun problème, je vais mettre O, comme ça soit. Mais sachez que je peux mettre n'importe quel point, ça marche. Hein. Donc je vais prendre OU et je vais demander à avoir un demi de de OM1 plus un demi de OM2. Donc si je fais ça, alors on va avoir que delta de U est inférieur strict à 1 demi de delta M1 plus 1 demi de delta M2. Or, ce sont deux minimums globales. Donc minimum global, c'est atteint la même valeur. Donc ça veut dire que delta M1 égale delta M2. Et du coup, ça veut dire que ce truc-là, c'est en fait la même chose que delta MI, donc I 1 ou 2. Et c'est raté, ça veut dire que les delta MI ne sont pas finalement des minimums globales, puisque j'ai réussi à trouver un point qui est juste en dessous strictement des valeurs que j'avais obtenues pour delta M1 et delta M2. Donc contradiction. Et ça encore, c'est grâce à la stricte convexité. Donc terminé, on vient de montrer qu'il existe bien un unique minimum global. Et on vient donc de résoudre la moitié, même peut-être un peu plus, la moitié de la résolution de cet exercice. Bon, maintenant qu'on a montré qu'il existe un unique minimum global, reste à s'intéresser à ce que doit satisfaire ce minimum global. Et donc pour cela, là on est obligé de passer à travers du calcul de différentiel. Là, c'est fini. On s'est bien amusé à l'éviter, mais maintenant, il faut redescendre sur Terre. Jeu de mots un peu pourri, mais c'est pas grave. Lévitation, bon bref. Donc, il va falloir calculer la différentielle. Alors pour calculer cette différentielle, là, je pense que c'est intéressant que je vous fasse quand même un petit détail là-dessus. Pour calculer cette différentielle, alors il y aurait plusieurs manières. On pourrait très bien s'y prendre de manière à composer en fait les différentes fonctions qui sont en jeu. Ici, je vais vous faire vraiment un calcul brut. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont encore du mal à calculer des différentiels et notamment des différentiels vraiment de ce type-là, exactement de ce type-là. Donc là, je vais m'intéresser à la fonction qui à m associe la longueur AM.
Je vais m'intéresser à cette fonction-là et j'aimerais calculer sa différentielle. Montrer qu'elle est différenciable et calculer sa différentielle. Ok. Alors la différenciabilité pourrait poser problème au point A. D'ailleurs, hein, je me permets de le mentionner. Donc c'est important de le voir qu'en effet, on peut avoir peut-être un problème de différenciabilité au point A. Mais bon, on va le voir à travers le calcul, donc c'est pas forcément très grave si on ne le voit pas tout de suite. Alors pour calculer la différentielle de ce point, de cette fonction-là, on fait comme d'habitude. On va considérer un point H, et c'est exactement comme ça qu'il faut le penser. Normalement, il faut penser développement limité. Quand on pense différenciable ou différentiel, il faut penser développement limité. Pour penser développement limité, ici, en tout cas d'un point de vue là, jeu de points, il faut prendre un point H qui n'est pas très loin du point M. Et ensuite faire les calculs en disant je vais regarder l'image de ce point H par rapport à l'image de M. Et je fais la soustraction de ces deux-là. Puis ensuite, le but du jeu, c'est d'essayer de faire sortir un début de développement limité où on va avoir le terme linéaire qui va apparaître, le terme qui va donc dépendre de M et de H, puis ensuite le deuxième qui va être quadratique par rapport à cette distance MH, etc. etc. Les autres termes, on s'en balance. Ce qui importe, c'est le terme linéaire. Et si on en a un, alors on va montrer qu'elle est différenciable et que la différentielle, c'est exactement ce terme linéaire. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Donc soit H, un point donc de E, proche de M. Donc proche, sous-entendant, ce qu'on a envie d'avoir, c'est que la longueur MH tende vers 0. D'accord? On veut que, asymptotiquement parlant, la distance MH tend vers 0. Ok, alors maintenant que j'ai dit ça, on va regarder la différence des deux images. Donc AM plus donc AM, enfin AH, pardon. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc AH plus, enfin moins AM. Et donc on est parti. Hein. Donc ça c'est, je ne sais pas si je l'appelle f cette fonction. Ce que je suis en train de faire, c'est exactement f de h moins f de m. Sachant que le h correspond exactement à la somme des deux. Hein. Si je m'amuse à réécrire les normes, c'est exactement ce que je vais faire. Si je m'amuse à réécrire les normes, je pense que le noir ici, il est un peu mort encore. Hop. Donc, on va avoir en fait la norme de AM plus MH moins la norme de AM. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. D'accord? Donc on est bien en train de faire f de x plus y, et puis de l'autre côté on est en train de faire f de x plus h, et de l'autre côté on est en train de faire f de x. Bon, alors maintenant on est parti. Alors les produits scalaires, enfin la norme, elle n'est pas forcément très sympathique à manipuler comme ça, donc ce qu'on peut faire, c'est passer par le produit scalaire. Donc c'est pour ça que je disais qu'on pouvait calculer la différentielle avec des compositions et utiliser la formule des compositions pour les différentiels. Ici, je vais vraiment me focaliser sur du calcul brut pour vous montrer comment on peut s'y prendre. Je pense que ça peut être intéressant de vraiment voir le calcul sous les yeux se faire. Donc, ici, pour enlever des trucs de normes et passer au produit scalaire, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est diviser par la somme, multiplier par la somme pour faire intervenir l'identitaire marquable qu'on aime bien, a plus b fois a moins b, qui font intervenir que des carrés. Donc là, on va se retrouver avec norme de AM plus MH au carré, moins norme de AM au carré, et je divise ici par la somme. Donc norme de AM plus MH plus norme de AM. Alors maintenant, l'avantage, c'est que le numérateur, je vais pouvoir le simplifier en utilisant les produits scalaires. Je ne vous fais pas tout le détail du calcul, mais je vais obtenir en développant et en simplifiant 2 fois le produit scalaire de MH contre AM plus MH, la longueur MH au carré. C'est pas très difficile à obtenir. En dessous, là, il va falloir faire quelques petites manips pour pouvoir s'en sortir. Alors, je réfléchis juste 2 secondes à comment je veux m'y prendre. Ouais, je pense que je vais devoir quand même encore utiliser du produit scalaire. Ok. Donc pour l'instant, je vais l'écrire comme il est écrit, et puis je vais faire du calcul à part. Donc, plus MH. Et encore une fois, comme je l'ai dit, il faut vraiment penser... qu'est-ce que j'avais dit? Développement limité, voilà. Il faut vraiment penser développement limité.
Si vous pensez développement limité, vous devriez avoir une idée de comment vous voudrez ou vous voulez essayer de simplifier ce calcul. Donc si vous pensez développement limité, vous avez juste besoin de faire un développement limité de ce qui se passe au dénominateur, puis ensuite d'essayer de le faire passer au numérateur, encore une fois à l'aide d'un développement limité. Donc c'est ce que je vais faire. Si je m'amuse à regarder AM plus MH, juste ça, ok. Donc ça, je sais que c'est la racine carrée de AM au carré, plus 2 fois le produit scalaire de MH contre AM, plus MH carré. Encore une fois, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment la partie linéaire. Hein, et la partie quadratique, bon, bah, c'est la partie qui va donc tendre vers 0 beaucoup plus fortement que la partie linéaire, et donc on va être content. Donc bah là, le AM carré, j'ai très envie de le mettre en facteur pour faire intervenir un développement limité connu qui est du 1 plus U à la puissance alpha. Donc là, je vais avoir AM fois la racine carrée, donc de 1 plus 2 fois le produit scalaire de MH contre AM. J'ai oublié de mettre des vecteurs, je pense que c'est important ici. Divisé, enfin des flèches vecteurs, divisé par AM carré du coup. C'est ça, donc plus MH carré divisé par AM carré. Et donc là, on a un développement limité de 1 plus U sous une racine. Développement limité quand U tend vers 0, c'est 1 plus 1 demi de U plus petit O de U. Et normalement, petit O de U ou même grand O de U carré. Bref, donc bah, en faisant ça, je vais avoir quoi en faisant ce développement limité ici? Bah, je vais avoir AM fois, et là j'ai 1 plus, et le demi va simplifier le 2 qui est ici. Donc je vais avoir le produit scalaire de MH contre AM, le tout divisé par AM carré. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Puis après, plus un petit O, donc, de MH. Je vais tout de suite commencer à jouer avec les petits O parce que je pense que ça sera utile. Donc bien sûr, ici, je réutilise le comportement asymptotique, MH tend vers 0. Je pense que c'est important, encore une fois, de le signaler. Alors, je vais continuer. Maintenant que j'ai fait une première partie de développement limité, je vais composer les développements limités. Parce que là, bon, si maintenant je remplace le AM plus MH là-dedans, et que je fais le développement limité tel que je l'ai fait, je me retrouve avec finalement AM plus MH plus MH, AM, pardon, plus AM. Donc je me retrouve avec ça. Et ça, bah, ça va être égal donc à quoi? Bah, ça va être égal à, donc en faisant que MH tend vers 0, je vais avoir du AM fois 2 plus produit scalaire de MH contre AM. J'ai encore oublié des flèches. Divisé par AM carré plus petit O de MH. Tac, tac. Et donc là, j'ai très envie de faire, donc là le 2, j'ai envie de le mettre en facteur, je vais le faire tout de suite. Donc là, j'ai 2 ici, 2 ici. Pourquoi? Bah, comme ça, je vais pouvoir encore appliquer un autre développement limité, le développement limité de 1 plus U. Donc développement limité de 1 plus U, c'est 1 moins U plus petit O de U. J'ai besoin juste d'un DL1, c'est suffisant encore une fois, parce que je veux juste la partie linéaire de mon calcul. C'est tout ce qui m'importe. Donc je vais avoir ce 1 moins U plus petit O de U qui apparaît. Et donc bah, si je le remplace, je vais obtenir alors 1 sur norme de AM plus MH plus AM, clac, enfin plus AM, voilà. Ben ça va être exactement, si je fais pas trop, enfin si je fais gaffe quand même à ce que je vais écrire. Réfléchissons, donc ça va faire 1 sur 2 AM, le tout fois 1 moins produit scalaire de MH. Bon, ça va pas avoir beaucoup d'importance cette partie-là finalement, mais c'est quand même important de le faire parce que c'est que du DL1 qu'il faut faire partout. Donc fois AM carré plus petit O de MH. Voilà. Est-ce que j'ai fait une bêtise? A priori, je pense pas. Bah, à vrai dire, vraiment, ce terme-là, si vous avez fait une erreur ou pas, ça va pas avoir une très grande importance. L'important, c'est que vous ayez un MH qui apparaît ici. Parce que maintenant, si vous multipliez avec ce que vous aviez déjà au numérateur, vous voyez qu'il y a déjà un truc ici qui dépend de MH, la norme de MH. Et ici, vous avez un truc quadratique par rapport à la norme de MH. Donc là, je pense que c'est assez clair que ce truc-là fois ce truc-là, ça va donner du MH carré. Et donc, ça va disparaître finalement avec
le petit o de MH. Pareil pour le MH carré qui évidemment devait disparaître, donc celui aussi disparaît assez aisément. Et on va donc conclure. Donc je vais peut-être l'écrire ici, le temps d'avoir les calculs sous les yeux. On va alors obtenir que f de h moins f de m, ça n'est rien d'autre que le produit scalaire. Donc là, il y a un 2 qui devrait simplifier. Je réfléchis juste. Si j'ai fait une... Non, oui, il y a bien un 2 qui simplifie parce qu'on a divisé par 2 et on a multiplié par 2. Donc en effet, on a le produit scalaire de MH contre contre AM, diviser tout ça par AM tout court, la longueur de AM tout court. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Je réfléchis, mais... Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et donc plus petit o donc de MH carré, enfin petit o de MH, pardon, parce que je vous ai dit déjà que tous les trucs en MH qui restaient, ce sont que des MH carrés. Donc c'est gagné, cette partie-là, c'est bien une partie linéaire. Donc on vient de démontrer que notre fonction est différenciable, et que sa différentielle, c'est exactement celle-ci. Donc f est différenciable. Donc en m différent de 0, différent de a, il ne faut pas que m soit égal à a, parce que vous voyez qu'on divise par am. C'est pour ça que je disais différenciable, mais attention à certains points. Donc là, ici, notamment, ça va être différenciable en tous les points, sauf a, b et c. Je pense qu'on le sent venir. Donc on a ça, donc f est différenciable 1, et cette différentielle, donc df m calculé en h, c'est exactement ce truc-là, que je ne vais pas m'amuser à écrire. Ok, super. Bon, je pense que c'était cool, même si c'était un peu long, c'était cool quand même de vous refaire le calcul de cette différentielle. N'hésitez pas à faire demi-tour, vraiment profiter du support vidéo, c'est fait pour ça. Donc vraiment, je pense que c'était cool de vous refaire le calcul parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin en tout cas beaucoup d'étudiants, deuxième année de classe préparatoire, qui ont encore du mal à faire des calculs de différentiel. Et je pense que ça fait pas de mal de revoir du calcul du différentiel vraiment point par point. Plutôt que de vous appliquer un résultat de composition qui, ok, peut vous sauver la vie ici, mais dans un cadre général, peut pas forcément vous sauver la vie autant que là. Donc, je pense que ça fait pas de mal de refaire le calcul. Et puis, bon, bah, en oral, c'est pas impossible qu'on vous demande de refaire le calcul sans passer par la composition. Bien, alors maintenant qu'on a fait ça, on a donc que delta est différenciable en m différent de a, b et c. Et nous avons alors que delta, la différentielle de delta en m calculée en h, eh bien ça va être exactement tout ce que j'ai écrit. Alors tant qu'à faire, on peut essayer de simplifier un peu le calcul. En utilisant la linéarité, on a donc mh scalaire 1 sur am plus 1 sur bm plus 1 sur cm. Et quand vous voyez ce qu'il y a ici, ça ressemble beaucoup à ce que nous avons ici. Et donc, il faut se souvenir du comportement de la différentielle lorsque l'on fait le calcul sur un minimum ou un maximum. Et quand on fait le calcul sur ce minimum ou maximum, eh bien, on sait que la différentielle, elle vaut tout le temps 0. Donc, or, f est minimum global. Bon, ici, global, c'est pas forcément le truc le plus important, mais voilà. Donc, c'est un minimum global. Et comme c'est un minimum global, on sait que la différentielle en f, c'est une fonction nulle. Si c'est une fonction nulle, ça veut dire alors que pour n'importe quel h, le produit scalaire de fh contre ce qu'on veut donne 0. Et donc vous pouvez faire le tour de toutes les directions. Ça veut dire que finalement le vecteur ici est orthogonal à toutes les directions. Donc à n'importe quel espace vectoriel finalement. Et donc être orthogonal à tous les vecteurs, ça veut dire être nul. Ainsi, 1 sur AF plus 1 sur BF plus 1 sur CF égale le vecteur nul, car il est orthogonal à tout vecteur.
Et comme E est un espace de dimension finie, encore une fois, c'est quand même... Bon après, même dimension infinie, ça marcherait, hein, mais... Bref. Ouais. Bref, bah voilà, ceci permet donc de conclure. On conclut. Hop. Voilà, et je pense qu'on est bon, hein, j'ai pas besoin de rajouter grand chose d'autre. L'exercice est résolu. Voilà, donc c'est un très joli exercice, j'espère que ça vous aura plu. Alors oui, comme promis, je vais vous montrer comment on peut construire ce point de Torricelli-Fermat. Alors, je ne vais pas vous faire la justification calculatoire, mais juste vous montrer comment on pourrait le construire. Hop, je vais effacer pour pouvoir faire le dessin. Vous allez voir, c'est assez amusant. Je vous invite à essayer de le faire pour le plaisir. Utiliser peut-être GeoGebra ou des trucs de construction, c'est pas si mal. Ici, bon là, j'ai pas forcément les outils adéquats pour pouvoir le faire au tableau correctement, mais c'est juste pour vous donner l'idée. Donc si vous avez vos 3 points, voilà, vos 3 points non alignés, A, B, C, ce que vous devez vous amuser à faire, c'est faire des triangles équilatérales. Donc vous allez dessiner un triangle équilatéral ici. Donc, tac, tac, tac. Dessiner un triangle équilatéral ici aussi. À peu près. Et puis un autre triangle équilatéral ici. Et une fois que vous avez dessiné vos 3 triangles équilatéraux, vous devez maintenant dessiner les droites qui partent de ces sommets-là vers le sommet opposé dans le triangle. Donc vous avez cette droite-là, cette droite-là et cette droite-là. Voilà. Et donc le point concourant à ces 3 droites, hein, donc déjà c'est pas forcément évident de vérifier que les 3 droites que je viens de dessiner sont concurrentes, mais en effet elles vont l'être. Et ces 3 points concurrents, eh bien, s'intersectent exactement au point F, le point qui nous intéresse ici. Alors voilà, je ne vous fais pas les justifications calculatoires de pourquoi cette construction fonctionne, mais voilà comment on peut construire de manière géométrique ce point F, qui est un point totalement différent de la médiane, de la médiatrice, enfin bref, de tous les points que vous connaissez déjà pour le triangle. Donc je parlais des droites correspondantes, mais les points, c'est bien sûr centre de cercle circonscrit, de cercle inscrit. On a l'orthocentre et puis le centre de gravité. Ce point F, il est différent de tous ces points. Vous pouvez le voir rapidement par rapport à cette construction. C'est clairement pas une médiane, c'est clairement pas une médiatrice non plus, etc. Enfin bref, on peut très vite voir en effet que ce point F, c'est forcément un point différent des autres points classiques du triangle. Donc voilà, je trouvais ça assez amusant. J'espère que ça vous aura aussi amusé d'en savoir un petit peu plus sur ce point, puis aussi de voir une jolie application des calculs de fonctions à plusieurs variables dans le cadre géométrique. Ça fait toujours pas de mal. Et de toute façon, ça se fait assez souvent dans des sujets centrales, ou même, enfin, quand je dis sujet central, c'est aussi à la fois écrit comme oral, et parfois aussi dans d'autres sujets un petit peu plus compliqués, bien sûr, type XENS. Bref, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça m'aide et ça fait toujours plaisir de toute façon de discuter mathématiques avec vous. Ici, ce sera pour me soutenir. Ici, ce sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!